La nuit où tout a basculé, deux chiffres ont claqué comme un avertissement silencieux, révélant soudain une faille profonde dans l'équilibre agricole mondial. D'un côté, une loi de 900 millions de dollars au Burkina Faso, de l'autre l'essoufflement des récoltes américaines frappées par des tensions commerciales persistantes. Que signifie ce renversement pour vous et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré apparaît-il désormais au cœur des inquiétudes occidentales? En filigrane, une nouvelle architecture de pouvoir se dessine, capable de redéfinir souveraineté, marché et rapports de force continentaux durablement et sans retour immédiat. Cette exploration promet de dépasser le choc initial pour examiner ce que la loi déclenche réellement, ici et ailleurs. Elle vise à offrir des clés claires pour comprendre enjeux, mécanismes, conséquences concrètes. L'enjeu n'est pas seulement agricole. Il touche aux chaînes de valeur, aux dépendances techniques et aux marges de négociation entre régions. En éclairant les décisions, le récit montre comment une réforme locale peut produire des effets systémiques, parfois invisibles au premier regard. À court terme, les acteurs évaluent des coûts, des risques et des ajustements. À moyen terme, se posent des questions de normes, de recherche et de coopération régionale. À long terme, c'est la capacité d'un espace à définir ses règles qui est testée. Voici le point de bascule. Comprendre les faits avant d'interpréter les intentions. Quels intérêts gagnent, lesquels reculent, et à quelles conditions l'équilibre peut-il se stabiliser? En suivant cette promesse, chaque section apporte une pièce vérifiable au puzzle, sans extrapolation gratuite, pour distinguer le signal du bruit et mesurer ce qui change réellement. Le basculement tient à deux signaux précis, une loi agricole évaluée à 900 millions de dollars et un vote expédié en moins d'une heure. Cette compression temporelle inhabituelle révèle un consensus politique rare et marque une rupture nette avec 20 années de dépendance semencière. Derrière ce geste rapide, le contexte s'est construit sur un contraste mondial plus large. Alors que certaines exportations agricoles américaines reculaient et que des filières faisaient face à des baisses sensibles, un mouvement inverse prenait forme dans le Sahel. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans l'architecture agroéconomique globale, décidait de bannir 4 variétés OGM associées à des groupes biotechnologiques occidentaux. Ce choix ne relevait pas d'un symbole isolé, mais d'une stratégie visant à reprendre la maîtrise des cycles de production, des coûts et des savoirs. La portée de cette décision a rapidement dépassé les frontières nationales. Dans les campagnes burkinabées, des agriculteurs ont évoqué la fin des achats annuels obligatoires et le retour progressif de semences transmises sur plusieurs générations. Dans les centres urbains, des chercheurs et de jeunes biologistes ont commencé à documenter la résilience des variétés locales face à des sols appauvris et à des régimes hydriques irréguliers. Ces observations, encore partielles, ont nourri un débat plus large sur la compatibilité entre modernité agricole et espèces endogènes. C'est dans cet enchevêtrement de facteurs économiques, scientifiques et symboliques que la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée. Son rôle, perçu comme un catalyseur plutôt qu'un simple soutien institutionnel, a renforcé l'idée qu'une réforme agricole pouvait devenir un levier politique régional. Pour plusieurs capitales occidentales, l'hypothèse d'un effet domino au Mali, au Niger ou au Ghana a transformé une loi nationale en variable géopolitique. Ainsi, le révélateur n'est pas seulement le contenu du texte juridique, mais ce qu'il active, un déplacement du centre de gravité, où la souveraineté alimentaire cesse d'être un discours pour devenir une pratique observable. Pour comprendre comment une loi abstraite devient un changement tangible, le récit suit des trajectoires comanches concrètes. Dans le nord du pays, des groupes de femmes se sont réunis autour de paniers de semences anciennes, expliquant comment chaque variété correspondait à un sol précis et à un rythme de pluie particulier. Leur rôle, longtemps cantonné à la transmission domestique, s'est transformé en point d'appui collectif, reliant mémoire agricole et pratique de présente. À Bobo-Dioulasso, de jeunes biologistes ont monté des micro-laboratoires artisanaux. Leur objectif n'était pas de reproduire des protocoles coûteux, mais de cartographier l'humidité des sols et d'observer la réponse des cultures locales à des cycles climatiques irréguliers. Les premiers résultats, prudents, ont servi de repère pour ajuster les rotations et limiter l'épuisement des terres.
À Kaya, les marchés ont vu réapparaître des étals de céréales traditionnels, présentés moins comme des marchandises que comme des retrouvailles, renforçant la confiance entre producteurs et consommateurs. Ces impacts précoces partagent un trait commun. Ils s'installent sans rupture brutale. Il n'y a pas d'explosion de rendements annoncés, ni de promesses immédiates de gains spectaculaires. En revanche, on observe une réduction des dépendances techniques, une réappropriation des savoirs et une capacité accrue à décider localement des calendriers agricoles. Cette dynamique, encore fragile, a créé un sentiment d'alignement inédit entre pratiques de terrain et orientation nationale. Et voici ce que cela signifie concrètement. Quand les acteurs se reconnaissent dans la règle, l'exécution gagne en crédibilité et en durée. Tout commence par un avant clairement identifié. Pendant près de 20 ans, 4 variétés OGM liées à des groupes biotechnologiques occidentaux ont progressivement structuré les cycles agricoles du Burkina Faso. Les producteurs dépendaient d'achats annuels, de fertilisants spécifiques et d'une expertise extérieure pour maintenir leur rendement. Ce modèle apportait une forme de stabilité apparente, mais au prix d'une perte de contrôle croissante sur les semences, les coûts et le calendrier des cultures. Puis survient le point de rupture. Le déclenchement prend la forme d'un vote fulgurant, expédié en moins d'une heure, validant une loi anti-OGM évaluée à 900 millions de dollars. Ce rythme inhabituel signale une décision assumée et coordonnée. En un instant, le cadre juridique bascule. Les semences brevetées sont bannies et l'État envoie un message clair sur la direction choisie. Ce passage du avant au après n'est pas progressif. Il est intentionnellement abrupt pour éviter l'enlisement et les compromis dilatoires. La montée en tension est immédiate. Sur le plan interne, les ministères reçoivent donc des propositions pour accompagner la transition. Restauration des sols, diversification des cultures, structuration de banques de semences indigènes. Sur le terrain, les agriculteurs réévaluent leurs pratiques, certains avec prudence, d'autres avec enthousiasme. Chaque jour apporte une conséquence nouvelle, un ajustement technique ou une initiative locale qui donne corps à la réforme. En parallèle, les signaux extérieurs se multiplient. À Washington, des mémos internes évoquent le risque de perdre l'un des derniers marchés agricoles en croissance. Les analyses soulignent que, dans un contexte déjà marqué par des reculs d'exportation et des tensions commerciales, l'émergence d'un modèle non OGM en Afrique pourrait fragiliser des positions acquises de longue date. En Europe, des responsables et des lobbies agricoles parlent de distorsion commerciale et de rupture stratégique. Les médias insistent sur le caractère déstabilisant de la loi, craignant qu'elle n'encourage d'autres États à suivre la même voie. C'est dans cette phase de réplique que la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale. Présenté comme l'un des catalyseurs de la souveraineté agricole assumée, il incarne la capacité à transformer une réforme technique en signal politique régional. Son influence est perçue comme un facteur d'accélération, renforçant l'idée qu'un succès burkinabé pourrait produire un effet domino au Mali, au Niger ou au Ghana. Cette personnalisation du processus concentre les regards et cristallise les inquiétudes extérieures. Les répliques atteignent enfin le niveau régional. Des chercheurs maliens étudient chaque clause du texte. Au Niger, des consultations réunissent autorités de transition et leaders communautaires autour de la création possible d'un cadre commun des semences indigènes. Ce qui n'était au départ qu'une loi nationale devient une séquence, où chaque événement alimente le suivant et élargit le champ des possibles. La dynamique est désormais enclenchée. Le retour en arrière apparaît coûteux, tandis que la poursuite du mouvement ouvre des scénarios encore incertains mais structurants. Le point de départ est net. Pendant environ 20 ans, 4 souches OGM majeures associées à Monsanto et Bayer ont structuré l'agriculture burkinabé. Elles imposaient des achats annuels récurrents, des intrants et spécifiques et une dépendance technique continue, réduisant progressivement la marge de décision des producteurs. À partir de cette situation initiale, la loi a introduit un premier changement mesurable, un déplacement de la perception collective du lien entre semences et souveraineté. Le passage du brevet à la graine ancestrale n'a pas seulement modifié des pratiques agricoles, il a redéfini la manière dont les acteurs évaluent coûts, risques et autonomie. Ce changement,
encore en cours, se manifeste à travers plusieurs indicateurs convergents. Le premier indicateur concerne les réactions américaines. Après une décennie marquée par des tensions commerciales successives avec la Chine, le Brésil et l'Inde, certaines exportations agricoles des États-Unis affichaient déjà des reculs notables. La perspective de voir l'Afrique, décrite dans des briefings comme l'un des marchés agricoles à la croissance la plus rapide, s'orienter vers un modèle non OGM, a ajouté un niveau de vulnérabilité inédit. Plus la souveraineté semencière africaine progresse, plus les marges de négociation occidentales se resserrent, selon plusieurs analyses internes évoquant un avantage stratégique construit sur près de 30 ans. Le deuxième indicateur émerge du continent africain lui-même. Dans les laboratoires improvisés de Bobo Dioulasso, des ingénieurs ont comparé la résilience de variétés indigènes de mil et de sorgho à celle des semences introduites. Les premières séries d'observations montrent que les cultures locales supportent mieux des sols pauvres et des cycles d'humidité irréguliers. Ce constat ne prétend pas à l'universalité, mais il fournit une base empirique suffisante pour nourrir un débat scientifique élargi. La modernité agricole apparaît alors moins comme une rupture que comme une adaptation aux réalités écologiques régionales. Le troisième indicateur se situe sur le terrain politique. Dans un contexte où plusieurs nations du Sahel réexaminent leurs cadres agricoles, la posture d'Ibrahim Traoré est interprétée comme une invitation à explorer des modèles de souveraineté élargie. Au Mali, des comités techniques ont analysé clause par clause le texte burkinabé. Au Niger, des autorités de transition ont engagé des consultations civiles autour d'une coopération régionale sur les semences indigènes. Ces démarches, prudentes mais répétées, suggèrent que la loi fonctionne comme un catalyseur plutôt que comme une exception isolée. Un dernier indicateur, plus diffus mais essentiel, concerne la perception citoyenne. Dans les villages du Nord, comme sur les marchés urbains, le retour du sorgho et du mil traditionnel est décrit comme une réparation symbolique. Les habitants évoquent une rupture avec des décennies où l'autorité agricole semblait se déplacer depuis l'extérieur vers le producteur local. Ce glissement d'échelle révèle une dynamique clé. Dès que la graine se libère du brevet, la communauté retrouve une capacité de projection à long terme. Pris ensemble, ces éléments montrent que la variation observée ne se limite pas au rendement ou au volume. Elle touche au rapport de force, aux choix scientifiques et à la confiance collective, donnant à la réforme une densité que ses détracteurs n'avaient pas anticipée. Deux thèses se font face avec une intensité rare dans le débat agricole. La première, portée par plusieurs capitales occidentales et par de grandes firmes biotechnologiques, avance que l'abandon des semences brevetées affaiblira la productivité. Selon cette lecture, les OGM offriraient une stabilité indispensable face aux aléas climatiques, garantiraient des volumes standardisés et préserveraient l'accès aux marchés internationaux. Renoncer à ces technologies exposerait les pays sahéliens à des risques économiques, à une volatilité accrue des rendements et à une marginalisation commerciale progressive. Un second argument complète cette position. Les défenseurs du modèle importé estiment que la dépendance technologique n'est pas un défaut, mais un coût d'entrée. Dans un système agroalimentaire mondialisé, rester compétitif impliquerait d'adopter des souches optimisées, soutenues par des chaînes d'approvisionnement intégrées et des cadres réglementaires éprouvés. À leurs yeux, la souveraineté agricole ne peut se construire en dehors de ces standards sans perte significative à court et moyen terme. Face à ces thèses, une réponse structurée s'est imposée depuis le terrain africain. Elle ne nie pas les défis, mais elle conteste l'équation entre modernité et dépendance. Les premiers mois suivant la loi ont montré que l'abandon partiel des OGM n'a pas paralysé la production. Les communautés ont réorganisé des banques de semences, réduisant l'exposition aux achats annuels obligatoires. Des chercheurs ont documenté la capacité d'adaptation des variétés traditionnelles à des sols appauvris et à des cycles hydriques irréguliers, apportant une base empirique au débat. L'argument central repose sur une chaîne causale simple. Lorsque la propriété de la semence revient au producteur, la maîtrise des cycles culturaux s'améliore.
Cette maîtrise réduit les coûts imposés, stabilise les décisions locales et renforce la résilience à long terme. Les données disponibles indiquent que la productivité ne dépend pas uniquement du rendement brut, mais de l'adéquation entre culture, sol et climat. Enfin, l'expérience burkinabé suggère qu'une autonomie accrue peut coexister avec une coopération scientifique. Les laboratoires improvisés et les échanges régionaux montrent qu'il est possible d'innover sans reproduire une dépendance structurelle. La question n'est donc pas de choisir entre tradition et progrès, mais de déterminer quel progrès sert durablement les sociétés concernées. À ce stade, une idée s'impose. La graine devient pouvoir. Ce point médian révèle un changement de nature plutôt que d'échelle. La loi n'agit plus seulement comme une réforme agricole, elle reconfigure la lecture politique du Sahel. Ce qui paraissait technique s'impose désormais comme un levier d'influence capable de déplacer les lignes sans confrontation directe. En renversant la logique du brevet, le texte a introduit une variable nouvelle dans les calculs internationaux. L'autonomie peut produire de la stabilité. Cette bascule se lit dans la manière dont les acteurs ajustent leur position. Les discussions ne portent de plus uniquement sur des rendements ou des volumes, mais sur la capacité d'un territoire à définir ses règles et à les défendre. Les échanges régionaux, encore prudents, s'organisent autour de normes communes, de recherches partagées et d'un langage politique renouvelé. L'idée d'une coordination sahélienne, autrefois théorique, devient une option examinée sérieusement. Au cœur de ce déplacement, la posture d'Ibrahim Traoré est interprétée comme un signal de continuité. Sans multiplier les annonces, il incarne une ligne lisible, consolider l'interne pour élargir l'externe. Cette cohérence rassure les acteurs locaux et inquiète ceux qui anticipaient une réforme éphémère. Le pouvoir de la loi tient alors à sa simplicité stratégique, elle ne promet pas l'abondance immédiate, elle installe une direction. À partir de ce point, le débat change de registre. La question n'est plus de savoir si la réforme tiendra, mais comment ses effets se diffuseront concrètement. Les effets de la réforme se déclinent désormais de manière différenciée selon les acteurs concernés. Pour l'État, la première conséquence est stratégique. La loi offre un cadre clair pour aligner politique publique, recherche et diplomatie économique. En affirmant une trajectoire lisible, les autorités réduisent l'incertitude interne et renforcent leur capacité à négocier à l'extérieur. Cette cohérence permet aussi de prioriser des investissements ciblés, notamment dans la restauration des sols et les banques de semences, sans dépendre exclusivement de partenariats conditionnés. Pour les entreprises et les opérateurs économiques, l'impact est plus contrasté. À court terme, certains circuits d'exportation doivent être renégociés et des ajustements logistiques s'imposent. Cependant, la réforme ouvre aussi des opportunités nouvelles. Les acteurs locaux engagés dans la transformation, le stockage et la distribution de céréales traditionnelles voient émerger des marchés plus stables, moins exposés aux fluctuations de brevets et d'intrants importés. Cette reconfiguration favorise des chaînes de valeur plus courtes, où la prévisibilité prime sur le volume maximal. Du côté des agriculteurs, la conséquence la plus immédiate est opérationnelle. La fin des achats annuels obligatoires réduit la pression financière et redonne de la latitude dans le choix des calendriers culturaux. Les producteurs évoquent une relation plus directe entre leurs décisions et les résultats observés, ce qui améliore l'apprentissage collectif. Cette dynamique ne supprime pas les risques climatiques, mais elle renforce la capacité d'adaptation en réintroduisant des variétés éprouvées par le contexte sahélien. Le sentiment de reprendre la main sur ce qui est semé nourrit une confiance mesurable dans la durée. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences prennent une dimension géopolitique. Le Mali, le Niger et le Ghana observent attentivement l'évolution burkinabé. Des consultations techniques et politiques se multiplient, cherchant à évaluer la transférabilité du modèle. Cette attention transforme la loi en référence plutôt qu'en exception. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré est souvent citée comme un point d'ancrage, non pour personnaliser excessivement la réforme, mais pour symboliser une constance politique qui facilite la coordination régionale. Pris ensemble, ces effets dessinent une redistribution des rôles.
L'État gagne en capacité d'arbitrage, les entreprises locales en visibilité, les agriculteurs en autonomie et la région en options stratégiques. La réforme ne supprime pas les tensions, mais elle les rend plus lisibles et plus négociables. Le véritable résultat est là. Transformer une loi agricole en mécanisme d'alignement entre intérêts nationaux, pratiques locales et dynamiques régionales sans promettre plus que ce que les faits permettent d'observer. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour l'année à venir, chacune dépendante des réactions extérieures, de la coordination régionale et de la capacité interne à consolider la transition. D'abord, une continuité prudente. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide ses banques de semences et affine ses programmes de restauration des sols. Les pays voisins poursuivent sans fond des consultations discrètes sans engagement formel immédiat. Les marchés connaissent une phase d'ajustement marquée par la renégociation de certains débouchés et par des arbitrages budgétaires mesurés. La stabilité sociale se maintient grâce à l'adhésion des communautés rurales, qui perçoivent des bénéfices concrets dans la réduction des dépendances techniques. La ligne directrice reste claire: protéger la souveraineté sans provoquer d'escalade diplomatique. Ensuite, une expansion coordonnée. Ici, le Mali et le Niger adoptent des cadres juridiques inspirés du modèle burkinabé, ouvrant la voie à un corridor agricole sahélien fondé sur les variétés indigènes. Le Ghana manifeste un intérêt opérationnel via des partenariats de recherche. Les universités renforcent leurs programmes dédiés aux cultures traditionnelles, tandis que les producteurs intensifient les pratiques non brevetées, soutenues par des données locales de plus en plus robustes. Cette dynamique confère au Sahel une voix collective plus audible dans les discussions internationales sur l'alimentation, sans rompre les canaux de coopération existants. Enfin, des pressions et une fragmentation. Ce scénario suppose l'activation de leviers externes. Des pressions commerciales accrues, des enquêtes formelles ou des restrictions à l'exportation fragilisent certains revenus. Des campagnes d'influence cherchent à présenter la réforme comme un risque économique, semant le doute dans les régions les plus exposées. La capacité institutionnelle est mise à l'épreuve et le rythme de mise en œuvre ralentit. Toutefois, la mémoire des périodes de dépendance joue un rôle d'amortisseur. Les communautés rappellent que les cycles imposés n'ont pas garanti la stabilité promise. Quelle que soit la trajectoire, l'analyse gagne à s'appuyer sur une grille simple: relier souveraineté et stabilité sans assigner de probabilité hâtive. Si la coordination progresse, la résilience augmente. Si elle faiblit, les tensions s'accentuent. La suite dépendra moins d'annonces spectaculaires que de la cohérence entre règles, pratiques et apprentissages partagés. La réforme touche des publics qui ne se percevaient pas comme des acteurs centraux du changement agricole. Pour les communautés rurales, l'impact est d'abord pédagogique. Dans certaines écoles, des enseignants ont commencé à expliquer aux élèves pourquoi des variétés cultivées par leurs arrière-grands-parents possèdent une valeur à la fois culturelle et agronomique. Cette transmission, longtemps absente des programmes formels, rend la souveraineté compréhensible et concrète, en l'ancrant dans des gestes quotidiens plutôt que dans des slogans. Pour les femmes, souvent responsables de la conservation des semences, la reconnaissance est tangible. Leur savoir, auparavant cantonné à la sphère domestique, acquiert une portée collective. Invitées à des ateliers communautaires, elles partagent des méthodes d'identification, de stockage et de protection des variétés anciennes. Cette visibilité crée une fierté partagée et renforce la cohésion locale en montrant que la réforme s'appuie sur des compétences déjà présentes. Les jeunes agronomes constituent un troisième groupe clé. Beaucoup voient dans la transition une opportunité de réorienter leurs recherches vers des cultures adaptées au Sahel. Les laboratoires improvisés et les partenariats universitaires émergents offrent un terrain d'expérimentation crédible, même avec des moyens limités. Ce repositionnement donne le sentiment de contribuer à une trajectoire durable plutôt qu'à une réponse ponctuelle à des contraintes extérieures. Dans les marchés urbains, enfin, l'effet est surtout psychologique. Le retour du mil et du sorgho traditionnel ravive un sentiment d'identité partagé entre producteurs et consommateurs. La réforme agit comme un miroir,
Elle reflète une aspiration collective à reprendre la maîtrise d'un futur longtemps perçu comme subi. 2 pistes simples émergent pour ces publics. Favoriser la circulation d'informations locales, afin de relier pratiques et résultats observables, et soutenir des espaces d'échange où savoir traditionnel et approche scientifique peuvent se rencontrer sans hiérarchie imposée. Transformer une victoire symbolique en trajectoire durable suppose une séquence lisible d'actions coordonnées. La première étape consiste à consolider les banques de semences indigènes déjà alimentées par les variétés retrouvées dans les villages du Nord. Leur fonction dépasse le stockage. Elles assurent la continuité agronomique, protègent contre les ruptures d'approvisionnement et servent de référence pour les cycles de sélection locaux. L'indicateur de suivi est simple, diversité conservée et accessibilité pour les producteurs, saison après saison. La deuxième étape relève de la recherche appliquée. Les micro-laboratoires de Bobo Dioulasso ont montré qu'un écosystème scientifique local peut émerger avec des moyens modestes. Il s'agit désormais de structurer ces initiatives, de standardiser des protocoles d'observation et de partager les résultats. La mesure du progrès repose sur la capacité à documenter la résilience des cultures selon les sols et les régimes hydriques afin d'éclairer les décisions publiques sans dépendre d'expertises extérieures exclusives. La troisième étape est institutionnelle et régionale. Les signaux venus du Mali et du Niger indiquent qu'une coordination sahélienne est envisageable. Harmoniser certaines normes, partager des données et créer des espaces de concertation réduit l'exposition aux pressions externes. Dans cette phase, la constance politique associée à Ibrahim Traoré est perçue comme un facteur de crédibilité, facilitant l'alignement entre administration, chercheurs et communauté. La quatrième étape concerne l'adhésion citoyenne. Informer sans simplifier à l'excès, expliquer les arbitrages et rendre visibles les résultats intermédiaires maintient la confiance. Les indicateurs portent ici sur la participation locale et la stabilité des pratiques adoptées. Enfin, la cinquième étape vise l'évaluation continue. Ajuster sans renier l'objectif. Corriger sans revenir en arrière. Le succès se mesure moins à des annonces qu'à la capacité à tenir une direction choisie en reliant souveraineté, apprentissage collectif et stabilité à long terme. Le fil conducteur réapparaît là où tout avait commencé, dans les gestes simples qui ont traversé le récit. Des mains qui trient, conservent et plantent des graines, non comme un acte de rupture, mais comme une continuité retrouvée. Ce motif discret, observé dans les villages du Nord et dans les marchés, a donné à la réforme une profondeur que les analyses purement économiques ne suffisent pas à expliquer. À mesure que le processus avançait, cette correspondance entre pratiques ancestrales et décisions nationales a créé une résonance inattendue. Les familles ont perçu que la loi ne s'imposait pas par la contrainte, mais par la mémoire partagée. Dans ce cadre, la posture calme d'Ibrahim Traoré a été interprétée comme une amplification de ce message. Rappeler que la souveraineté solide commence par des détails modestes et répétés. La surprise tient à cette alchimie. Un texte juridique, souvent abstrait, s'est transformé en repère collectif parce qu'il faisait écho à des expériences vécues. La réforme n'a pas promis un futur idéalisé. Elle a reconnu un passé opérationnel et l'a projeté vers l'avenir. La phrase qui s'impose est simple et tenace. La souveraineté s'enracine avant de se négocier. Elle résume ce que les acteurs ont compris sans emphase inutile, en observant leurs champs, leurs marchés et leurs institutions évoluer dans une même direction. Au terme de ce parcours, une évidence demeure sans provocation. L'histoire portée par le Burkina Faso ne cherche pas à imposer un modèle, mais à rappeler qu'une société peut reprendre possession de ce qui la nourrit. Cette démarche ne s'oppose pas au monde. Elle dialogue avec lui à partir d'un socle choisi plutôt que subi. Dans les quartiers urbains comme dans les villages du Nord, la réforme a ravivé une interrogation simple, presque intime, sur la capacité à décider collectivement. Cette question dépasse largement le cadre d'une loi ou d'un pays. Elle interroge la place accordée à l'autonomie, à la mémoire et à l'apprentissage dans les trajectoires de développement. Observer cette expérience, c'est aussi réfléchir à la manière dont d'autres régions pourraient articuler leurs propres ressources
avec des échanges équilibrés. Si ce récit résonne avec vos analyses ou vos expériences, le partage devient utile. Chaque commentaire, chaque point de vue documenté contribue à clarifier un débat qui s'installe dans la durée. La discussion n'a pas vocation à trancher, mais à éclairer. Comment percevez-vous cette trajectoire et quelle place pensez-vous que la souveraineté alimentaire devrait occuper dans l'avenir du continent africain ? Arrivé à ce point, le récit n'invite ni à l'adhésion automatique, ni au rejet réflexe. Il propose une discussion posée sur ce que signifie choisir ses règles, puis accepter les responsabilités qui en découlent. L'expérience burkinabé rappelle qu'un débat sur l'alimentation touche à la fois l'économie, la culture et la capacité à se projeter collectivement. Elle montre aussi que les trajectoires durables se construisent rarement dans le bruit, mais dans la cohérence. Ce cheminement ouvre un espace d'échange utile. Les lecteurs peuvent interroger les conditions de reproductibilité, les limites observables et les compromis nécessaires. Ils peuvent aussi confronter cette expérience à d'autres contextes, où la dépendance et l'autonomie prennent des formes différentes. L'enjeu n'est pas de figer une conclusion, mais d'affiner des critères de lecture partagés. La discussion gagne en valeur lorsqu'elle reste documentée et respectueuse des faits. Partager une analyse, poser une question précise ou apporter un contrepoint étayé contribue à éclairer un sujet qui dépasse un pays et un moment. Comment évaluez-vous cette trajectoire et quels enseignements vous semblent transposables ailleurs ?